on va filmer le cours. Puis on va le mettre en ligne. Est-ce qu'on l'avait fait pour... je vous redemande votre permission pour... c'est pas vous qu'on filme, hein, c'est le cours. Est-ce que vous êtes allé voir ce que ça donne sur... non. Est-ce que c'est utile? Ah, je ne vous ai pas envoyé? Non. Pas sérieux? OK. Bon. Alors, je vais vous l'envoyer. Tout de suite après le cours, je vais vous envoyer. Il y a 3 petites vidéos sur la fête. Donc aujourd'hui, on commence une nouvelle séquence. Bienvenue. Tu tiendras voir. Ben, c'est fait. Tu tiendras voir à la pause. Je vais te le faire refaire. Donc, il y en a 2 qui vont reprendre le test à la fin. Alors, aujourd'hui, on fait la séquence sur la crise, mais avant, je veux corriger. J'avais demandé au dernier cours de faire l'analyse des personnages du film Conrad, son père, sa mère, pour savoir s'ils vivent une perte. Ici, ils vivent un deuil. On va corriger. Je vais rappeler les notions, puis on va regarder de quelle façon vous répondez à ces questions-là. Est-ce que quelqu'un vit une perte? Je vous rappelle la séquence. Perte, deuil. Aujourd'hui, on va faire crise. Puis la semaine prochaine, on va faire suicide. Voyons personnage par personnage. Est-ce que Conrad vit une perte? Conrad, on va faire Conrad. Wow. Est-ce que Conrad vit une perte? D'après vous? Oui ou non? Oui. Alors, si oui, justifiez votre réponse. Alors, quel est le premier argument d'une justification? Oui. Donc, ça prend... Là, je vais fermer ça. Je vais fermer la séquence deuil pour que tout ce que je vais dire, même en dessous, si ça va avec perte. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il faut identifier l'objet perdu. L'objet perdu plus quelques objets secondaires. Alors, pour Conrad, quel serait cet objet-là? Alors, il a perdu son frère. Conrad. Non, pour Conrad. Alors, Conrad a perdu son frère. Parfait. Excellent. Qu'est-ce qu'on doit? Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire par rapport au frère? Oui? Oui, il a perdu. Quel genre de moment a-t-il perdu avec son frère? Il y en a au moins 2 qui peuvent être identifiés dans le film. Quand il faisait rire sa mère. Ah, 3. OK. Donc, il a perdu les moments joyeux de la famille, en particulier avec la mère. Est-ce qu'il a perdu d'autres choses? Est-ce qu'on peut mettre sur le livre? Pardon? Est-ce qu'on peut mettre sur le livre comme objet En fait, on va mettre la bande, parce qu'il était 3-4 amis, une bande d'amis, parce qu'il y a un de ces amis-là, il ne l'a pas perdu. Il a peut-être perdu les autres, mais il y a un des amis, tu sais, celui qui va lui porter son manteau, puis qui essaie d'être en contact, qui jase avec lui dans l'auto, suite à la bataille avec un de ses amis. Mais celui-là, il ne l'a pas perdu, il est toujours là. C'est Conrad qui se coupe de ses relations. Mais la bande avec qui il fait de la natation. La natation en particulier, il n'est plus là. Il allait beaucoup pour son frère. Puis là, ben, son frère n'est plus là, il perd d'intérêt pour ça. Puis, je pensais sans doute pas, là, mais une des activités qu'il faisait avec son frère, c'était de la voile. En tout cas, depuis 1 an ou 2, il en fait moins maintenant.
ça des objets périphériques. Est-ce que cette justification suffit pour dire qu'il y a eu une perte? Il manque un argument. Quel argument manque-t-il? Ouais, ça prend les émotions. Oups. Deuxième argument, les émotions sont négatives. Alors, dans le cas de Conrad, de quelle émotion s'agit-il? Les émotions du type, là, on va attendre un peu. Essayez de voir les émotions les plus évidentes. Essayez de voir des séquences de films dans lesquelles Conrad vit des émotions par rapport à la perte de son frère. Qu'est-ce qu'il est récent par rapport à la perte de son frère? De quoi? De la peine? Dis-moi la séquence. Là, faites attention de ne pas faire de la projection, là. Perdre son frère, c'est triste. Fait il est triste. T'sais? Vous dites quoi, vous? De la colère. Donc, colère. Montrez-moi la séquence où il exprime de la colère. Oui, il dit par exemple pourquoi il avait lâché, il se plaint que son frère avait lâché. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence-là? La colère, elle arrive à la fin du film. C'est la première manifestation de colère. À quel endroit se manifeste-t-elle? Avec le psychologue. Quand le psychologue le provoque, il y a de la colère qui monte. Là, Conrad a trop peur de la colère parce qu'il se sent agressif et violent. À un moment donné, ça sort aussi sur son ami de la natation. Idiot de la gang. À un moment donné, Conrad il déplace sa colère sur lui. Il y a un autre moment aussi, la séquence dont vous parlez, vous, c'est à la toute fin du film, quand Conrad jette tous les bibelots de la cheminée du psychologue par terre. C'est là qu'on voit qu'il est en colère contre son frère. Mais les autres fois, le coup de la caméra, là, quand ils prennent des photos à Noël avec les grands-parents, il est en colère aussi. Il y a plein de moments où il y a de la colère et on ne voit pas l'objet réel de sa colère. C'est son frère. Pourquoi il y a de la misère, Conrad, à manifester de la colère contre son frère? C'était comme son idole. Oui, c'est son idole. Retiens ce mot-là, très important pour tantôt. Il ne peut pas être en colère contre son frère parce qu'il aime son frère. Puis en plus, son frère, il est mort. Fait que, tu sais, on devrait le plaindre, pauvre lui. Mettons que quelqu'un se blesse, c'est difficile d'être en colère contre quelqu'un qui a mal. Tu sais. Déjà qu'il est blessé, tu n'en rajoutes pas par-dessus. Fait qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il ne peut pas être en colère contre son frère. Fait qu'il retient cette colère-là. Puis quand il a fini d'exprimer sa colère, c'est quoi l'émotion que Conrad... C'est quoi qui sort de Conrad une fois qu'il a tout jeté les bibelots? Est-ce qu'il se sent coupable vis-à-vis son frère? Non, mais vis-à-vis le fait qu'il est toujours en vie. Oui, mais là, je vais enlever les objets secondaires, OK? Parce qu'on va rentrer dans des choses un peu plus complexes. On va aller tranquillement. Vis-à-vis son frère, uniquement son frère, il ressent de la colère parce que le frère a lâché. Fait qu'il exprime sa colère. Mais pourquoi t'as lâché? Pourquoi t'as lâché? Puis il était face à face avec le psychologue. On voit tout, il revit toute la scène. Encore une fois que il a exprimé cette colère-là, c'est quoi l'émotion qui monte à Conrad? De la tristesse. Il dit, je l'aimais tant. Je ne sais pas si vous vous souvenez le ton de voix qu'il a, mais je l'aimais tant. Colère plus tristesse. Rappelez-vous de ça. Derrière chaque colère que vous vivez, ou que vos parents vivent, ou que les profs qui pètent une coche vivent, derrière chaque colère, il y a toujours une des deux émotions suivantes. Soit de la peur
Les animaux font ça. Quand ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font, les animaux? Ils agressent, ils attaquent. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils ont peur. Le prof qui pète une coche, il a juste peur de se faire contester son autorité ou son grand savoir ou son pouvoir sur la classe. Il a peur de perdre le contrôle. Il fait son dominateur. Donc, derrière chaque colère, il y a une peur ou une peine. Il y a la peine de perdre ce que je suis en train de perdre. Je suis en colère parce que je ne veux pas le perdre. Lui, il a vécu ces deux émotions-là par rapport à son amour. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit l'émotion culpabilité. Qui, pour se sentir coupable, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'accuse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'accuse pour que tu te sentes coupable. Est-ce que vous voyez la logique du sentiment de culpabilité? Alors, qui accuse Conrad d'avoir vécu? C'est ça. C'est pas son frère. Donc, si on est toujours avec Conrad, si Conrad se sent coupable, donc culpabilité, quel est l'objet qu'il a perdu? Oui, il a perdu, on va dire, l'amour de sa mère. À un moment donné, dans le film, Conrad dit à son père, « Mais elle me déteste, tu vois pas qu'elle me déteste? » Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là. Puis là, le père a dit, « Mais voyons, ta mère ne te déteste pas, voyons. » Puis même la mère a dit, « Comment une mère peut-elle haïr ses enfants? » Quand le père dit à la mère, « Mais il croit que tu ne l'aimes pas. » « Quoi? Il t'a dit ça? Tu crois ça? » Et c'est ce que ressent Conrad. Je crois que sa mère ne l'aime plus. Depuis quand croit-il qu'il ne l'aime plus? Depuis la mort du frère. Parce que si vous voyez dans le flashback de la mère, dans le jardin, quand toute la famille est réunie, puis Buck fait toutes sortes de niaiseries, raconte des affaires, tout le monde, la mère rit, et Conrad le regarde avec admiration, son frère, puis c'est le temps heureux de la famille. Et quand Buck est parti, là, Conrad a constaté que la joie de la mère, le rire de la mère, c'est pas lui qui l'apporte, c'était le frère. Fait que lui ne pouvait pas voir que sa mère ne l'aimait pas quand Buck était là. Il ne pouvait pas voir ça, parce que tout allait bien. Quand Buck est parti, c'est là qu'il s'est rendu compte que, oh my God, j'ai pas l'amour de ma mère. Et je me sens coupable d'avoir survécu. Puis à la fin du film, on le comprend. Il se sent coupable d'avoir survécu parce que c'est lui qui aurait dû mourir. Et c'est inconsciemment ce qu'il comprend du message de sa mère. Donc, il se sent coupable. Émotion négative. Fait que donc, Conrad vit deux pertes. Il ne vit pas juste une perte. Il y a deux pertes simultanées qui sont confondues dans les émotions. Maintenant, la mère. Toujours avec perte. Est-ce que la mère vit une perte? Qu'est-ce qu'elle a perdu, la mère? Son fils, évidemment. Son fils. Quel fils elle a perdu? Oui, elle a perdu son fils, le Buck. Comment ça s'écrit? Ça doit être sur le même. Elle a perdu son fils Buck. Et quelle émotion vit-elle par rapport à ce fils? Rappelez-vous la scène... c'est dur à lire les émotions de la mère. C'est dur à lire les émotions. Il y a deux... Il y a une colère quand elle joue au golf. Elle a une colère contre son mari quand elle joue au golf. Elle perd sa coche, vraiment. Il y a quand l'ambulance vient chercher Conrad à la maison, on voit avec son foulard sur la tête, là, puis on voit une détresse là, avec la peine.
on n'a pas beaucoup d'informations il y a une séquence au début du film où elle monte dans la chambre là-bas. Ouais, elle a de la tristesse. Elle a une tristesse, on pourrait dire nostalgie. Une tristesse nostalgique. Qu'est-ce que vous remarquez de cette chambre? Un an après la mort du fils. Elle n'a pas changé. Il n'y a rien de changé. Le ménage est fait, c'est parfait, il y a des trophées partout. Elle vit son deuil, on va dire, c'est ça? Je ne sais pas si on va parler de deuil tantôt. Il faut faire attention. Il faut le plus possible que vous structuriez votre pensée. Puis quand, mettons, vous avez des flashs sur un autre concept, gardez-le pour le dire au bon moment. Parce que sinon, vous donnez l'impression que vous mélangez 2 ou 3 théories. Il faut être le plus structuré dans notre pensée pour rien manquer dans notre observation. On voit que la mère, elle s'ennuie de son fils. Elle rentre dans sa chambre, puis elle ne rentre pas dans la chambre de Conrad. Elle lui dit à un moment donné la consigne d'aller faire le ménage de sa chambre. Alors que le fils veut faire quelque chose avec la mère, je veux t'aider, maman, à mettre la table, faire quelque chose avec toi. Puis elle dit, ben va plutôt dans ta chambre faire du ménage. Puis lui, ben, il dit, c'est pas l'activité que je veux faire, c'est être avec toi. C'est ça que je veux. Mais elle n'investit pas son fils. Est-ce qu'elle a juste perdu ça, sa mère? Quelle est la principale émotion? À un moment donné, il y a un sapin de Noël. Le père et le fils sont tout joyeux de décorer le sapin, qui est très laid, soit dit en passant. C'est un vrai chicot, vraiment. Les Américains n'ont pas. On coupera ça. Mais le père et le fils sont joyeux. Je ne sais pas si vous voyez la séquence. Et la mère rentre avec des paquets. Est-ce que vous vous souvenez de l'attitude et de l'émotion de la mère quand elle rentre? Tu sais, les autres, puis le sapin, il est beau. Elle arrive avec ses 2 paquets. Super. Ça a une face de bœuf. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence-là. Là, les deux, ils voient bien qu'elle a une émotion de. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'elle dit, ben demande à Conrad, il va te le dire. Et qu'est-ce que. Ouais. Elle a appris que son fils. Et là, elle a une émotion. Elle est en colère. Je ne sais pas si vous voyez cette émotion-là. Là. Elle est vraiment elle est bleue, là, mais elle se contient. Qu'est-ce qu'elle a vécu comme émotion, cette femme, apprenant que son fils avait lâché la natation, ça veut dire? Elle n'est pas très du tout. Oui, il est d'accord, mais d'autres choses. Peut-être qu'elle pense qu'il ne deviendra pas comme eux. Oui, peut-être qu'elle pense qu'il... En fait, elle est convaincue qu'il ne deviendra pas comme papa. Mais rappelez-vous comment elle l'a appris et quelle est l'émotion qu'elle a vécue en apprenant ça? La honte. De la honte. Parce que les voisins savent que son fils a lâché la natation, puis elle ne le sait même pas. Puis elle l'a appris par les voisins. Alors qu'elle ne veut pas que les affaires de la famille sortent. Elle ne veut même pas que son fils aille voir un psychologue au cas où ça se sache. Elle a vécu une honte. Donc, une autre émotion. La honte. OK, réfléchissez, là, vous êtes dans un cours de psycho. Quel est l'objet que tu as perdu quand tu as honte? Qu'est-ce que tu perds? Ouais, elle perd, on perd la face. Elle perd son image de la famille parfaite. Elle veut tout tenir en ordre comme il faut. Quand son mari choisit ses chaussures pour aller aux funérailles, lui, il s'en fout quelles chaussures il met des chaussures brunes, puis là, sa femme a dit, non, tu ne vas pas mettre des chaussures brunes, tu vas mettre des chaussures noires. Puis il lui dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des souliers? Mais non, on ne se fout pas des souliers. Parce qu'on a une image de famille propre, clean, parfaite,
à protéger. Et ce fils, ce Conrad, il salit l'image de la famille continuellement. Un fils qui commet un suicide, c'est le signe que ses parents ne sont pas, c'est pas des bons parents. Hein? Il lâche la notation. Il dit, Buck n'aurait jamais fait ça. Buck ne se serait jamais retrouvé à l'hôpital. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il dit, t'es jamais venu me voir à l'hôpital. Elle ne va pas aller à l'hôpital, j'ai assez honte. Je vais pas à l'hôpital. Ouais, mais si ça avait été Buck, hein, si ça avait été Buck, t'aurais été, Buck ne se serait jamais retrouvé à l'hôpital. Donc, elle perd cette image d'elle-même qu'elle cherche à protéger en tout temps. Donc, la mère aussi perd deux objets. Est-ce que la mère perd un autre objet? Quel autre objet la mère perd-elle? Vas-y. Ben, en fait, l'image de soi, on pourrait dire qu'elle perd un peu ce qu'elle est. C'est plutôt qui elle est là, vers la fin. Mais à la toute fin, à la toute fin. Oui, je ne sais pas qui tu es. Et je ne sais pas si je t'aime encore. Qu'est-ce qu'elle vient de perdre là? Oh, l'amour de son mari. Oui, elle perd son époux. Elle perd son époux. Elle perd son époux. Quelle est l'émotion qu'elle ressent quand il lui dit ça? C'est un peu dur à voir, là, parce que quand il lui dit ça, elle fait un petit mouvement de rond de tête en faisant. Puis là, elle s'en va faire sa valise. Mais quand elle descend la valise, ouais, mais rapidement, elle retient, elle refoule, ben, elle a une peine, elle est détruite, là. Elle est détruite. Donc, elle a on pourrait dire un état de choc, là, parce qu'elle n'a quasiment pas de réaction, mais on voit au tremblement qu'elle a, là, qu'elle a une tristesse, qu'on pourrait dire, à ce moment-là, sans fond, une tristesse infinie. C'est comme si elle a tout perdu, là. C'est pour ça qu'elle s'en va, elle n'a plus d'affaires dans la famille, là. Elle s'en va. Elle s'en va chez sa sœur. Je ne sais pas si ça va jouer au col, là. Donc, trois deuils. Trois pertes, utilisons les mots correctement. Trois pertes. Donc, avec les objets identifiés et les émotions relatives aux objets. Rappelez-vous toujours que quand vous donnez une émotion, il ne faut pas que ce soit une émotion croisée avec un autre objet. Comme il ne se sent pas, Conrad ne se sent pas coupable vis-à-vis son frère. Il est en crise après, parce qu'il a lâché. Puis en plus, vu qu'il est mort, mais il n'y a plus son frère, fait qu'il a de la peine. Il y a ces deux émotions-là par rapport au frère. Puis par rapport à la mère, il se sent coupable. Est-ce que ça va pour... Ah, le père. Je vais effacer la mère, puis je vais mettre le père. Est-ce que le père a perdu quelque chose? Donc, le père, il a perdu son fils. Lequel? Est-ce que le père a perdu Conrad? Non. Il n'a jamais perdu Conrad. Tout le long du film, on voit le père inviter Conrad à manger. Hey, mange, il faut que tu déjeunes là, pour aller à l'école. Et puis, en revenant du théâtre, il monte dans sa chambre. La mère ne va jamais voir son fils. Mais il va puis à l'école, puis le Conrad fait semblant de lire un livre, ouais, et puis il prend des nouvelles, puis n'oublie pas, on a dit le psychologue, et puis tout ça. Un moment donné, il chicane après le sapin, puis le père dit, ne nous disputons pas, montons le voir. Fait que là, elle a dit, tu te laisses manipuler par lui tout le temps. Non, allons le voir, il est en détresse, mon fils. J'en ai perdu un déjà, je ne veux pas perdre l'autre, on n'a pas assez proche l'année passée.
Fait que lui, il ne l'a pas perdu, mais il a peur de le perdre. Et par rapport à Buck, est-ce qu'on voit des émotions du père par rapport à Buck dans le film? Est-ce qu'il y a une séquence où on voit... Ouais, quand il... Ouais. Ouais, la séquence du soulier, qu'est-ce que ça peut faire, la sorte de soulier que j'ai, mon fils est mort, tu sais. On voit que lui, il a de la tristesse par rapport à son fils. Oui, tu as raison. Ça, c'est l'objet, l'émotion, c'est tristesse par rapport à son fils. Est-ce que le père... Est-ce que le père perd quelque chose? Il perd, ouais, il perd. Est-ce qu'il perd sa femme? Non. Il perd l'amour qu'il éprouve pour sa femme. Donc, à quel moment le mari perd-il son amour, ce qu'il ressent pour sa femme? Oui? Mais quand Conrad vient pour donner un câlin, je pense, à sa mère, puis il voit que sa mère, c'est comme... Elle fait plus que rien. Elle Elle est comme, tu sais, elle est sous le choc de se faire donner un câlin, puis après ça, elle écrase complètement. Et le mari qui regarde, ça c'est au retour du voyage, là, elle trie des photos qu'ils ont pris, des bâtons de golf. Puis le mari, il a les mains comme ça, puis il la regarde, il observe sa femme comme il faut. C'est là qu'il perd son amour. Il n'aime plus cette femme. Ou en tout cas, il ne sait pas s'il l'aime encore. Alors, que fait-il? Il ne la quitte pas. Ben, en fait, il quitte le lit conjugal, il descend dans la cuisine, et que fait-il? Il pleure. Il pleure. Et il lui dit même, il dit, tu es belle, Beth, toujours parfaite et tout ça. Et là, il raconte plein d'affaires, puis il dit, je ne sais plus qui tu es. Je ne sais pas quel jeu nous avons joué, mais je ne sais plus qui tu es. Et je ne sais pas si je t'aime encore. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire sans cet amour. C'est à peu près la verbatim du film, là. Et elle ne répond pas à ça. Elle s'en va faire sa valise, il appelle un taxi, elle s'en va à l'aéroport. Donc lui, il a de la tristesse. Par rapport à l'amour qu'il a perdu à l'égard de sa femme. Est-ce que vous trouvez que ce qu'on est en train de faire là, c'est tiré par les cheveux, que j'invente trop de liens, ou il y a une logique derrière la nature des émotions en lien avec la nature des objets perdus? Ça va pour vous? OK. Maintenant, de quoi a-t-on besoin pour savoir si ces pertes sont en fait un deuil? Ouais, il faut regarder si l'objet est identitaire. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi l'argument que ça prend pour qu'un objet soit identitaire? Il y a comme deux critères que vous pouvez utiliser. Pardon? Oui. Donc, il faut que l'objet, il fasse partie de notre identité, on se définit. Donc, il faut que ça représente un modèle d'identité. Un modèle d'identité. J'ai mis un petit crochet juste avant modèle d'identité. Il y a un autre critère. Est-ce que je peux me procurer un objet similaire à l'objet perdu? Il faut qu'il soit irremplaçable.
soit irremplaçable. Sinon, on prend un objet et on bouche le trou. Si le trou ne peut pas être comblé par un objet similaire, on est obligé de développer notre identité avec d'autres objets. De synapse. Et rajoutons les éléments d'émotion. Quelles sont les émotions types élaborées par Elisabeth Kubler-Ross? Je ne sais pas si vous en souvenez. Là, c'est le déni. Oui, il y a le choc, il y a le déni, il y a le marchandage. Je pense qu'on avait sauté colère après marchandage. On avait-tu sauté colère ici? Je pense que oui. Colère. Après ça, tristesse. Tristesse. Puis rémission ou acceptation. Je pense que dans le texte, c'est écrit acceptation. Tristation. Non. Tristesse et acceptation. Donc, quand il y a acceptation, mettez-le entre parenthèses peut-être l'acceptation, mais quand il y a acceptation, c'est un indice que le deuil est terminé, le travail de deuil. Quand il y a acceptation, j'ai reconstruit mon identité. Alors, Conrad, par rapport à son frère, est-ce qu'il est juste en perte ou il est aussi en deuil? Il est aussi en deuil. Pourquoi? Parce que son frère est remplaçant. Oui. En fait, son frère, là, c'est le temps, c'est son idole. C'est son idole, c'est son modèle d'identité. C'est son modèle d'identité. Fait que, comme par rapport au frère, il est en deuil. Il a perdu un objet identitaire. Maintenant, par rapport au frère, où est-il rendu, Conrad, dans son travail de deuil? Est-ce qu'il est au début du deuil ou est-ce qu'il est à la fin du deuil? En fait, il est à différents moments de son deuil pendant le film. Le film est un long travail de deuil. Au début du film, mettons, avant le film, quand Conrad se fait une tentative de suicide, où est-il, Conrad? Quelle est l'émotion, selon Kubler-Ross, que Conrad vit par rapport à son deuil? Je fais quelque chose pour réparer quelque chose. Il fait du marchandage, pas par rapport au frère, par rapport au deuil qu'il est en train de vivre de l'amour de sa mère. Tu ne m'aimes plus, maman, parce que je ne suis pas mort dans l'accident. Alors, tu seras fier de moi, maman. Je vais réparer ma gaffe. Je vais me tuer, et comme ça, je vais récupérer ton amour. Est-ce que vous le comprenez comme ça? Alors, là, ça, c'est par rapport à la mère. C'est pas par rapport au deuil du frère. Par rapport au frère, tout le long du film, jusqu'à la dernière séquence dans le bureau du psychologue, quelle est l'émotion ressentie par Conrad? Tout le long du film, Conrad est dans la colère. Tout le long du film. Jusqu'à la dernière séquence où le psychologue accueille sa colère et à un moment donné, il n'y a plus de colère. La colère de Conrad disparaît complètement et là apparaît pour la première fois la tristesse d'avoir perdu son frère. Qu'est-ce qui se passe dans le bureau? Qu'est-ce qui fait le psychologue pour faire guérir Conrad? Quelles sont les théories à appliquer à quelqu'un qui est en perte et en deuil? Faire sortir l'émotion. Là, je vais faire un résumé théorique. Okay? Alors, la première chose à faire, c'est faire sortir l'émotion. Donc, dans la relation d'aide, faire sortir l'émotion. Le psychologue, tout le long du film, fait ça. Quelle est la première demande que Conrad fait au psychologue?
La première demande qu'il fait au psychologue. La première, au début du film, la première fois qu'il le voit. Il veut avoir... Il ne veut pas de réponse, Conrad. Il veut des pelules. Donnez-moi des... Ça fait trop mal. Il dit, j'ai trop mal. Il dit, montrez-moi à me contrôler. C'est ça la première demande. Je veux contrôler la souffrance. Je veux contrôler la douleur. Ça fait trop mal. Je veux apprendre à me contrôler. Que répond le psychologue? Non. Il dit, le contrôle, c'est pas mon fort. Il dit, le contrôle, c'est pas mon fort. Pourquoi? Parce que la théorie des émotions dit, faut pas que tu contrôles les émotions. Faut que tu les fasses sortir. Sauf qu'il faut que tu les fasses sortir au bon endroit. Tu sais, tu ne vas pas casser la gueule à ton ami en sortant du cours de piscine. Va gueuler dans le bureau du psychologue. Le psychologue libère la colère de Conrad. Ça fait un peu des éclaboussses un peu partout. Il tapoche son chum à la piscine. La photo de famille, il engueule le Kodak. Fait que là, le monde, il t'avoue, c'est quoi ce psychologue-là? Il est en train de transformer mon fils en monstre. Et non, il fait sortir le méchant. Puis à un moment donné, ça sort dans le bureau du psychologue. Puis là, Conrad engueule le psychologue. Ah, tu dois rester avec une femme, un gros paquet de graisse. Puis le psychologue est tout content de se faire insulter par son patient. Puis le Conrad, il trouve que son psychologue est un peu bizarre. Voyons, tu me semble, je t'engueule, tu sais. Mais c'est ça le but, là. On est en train. Puis là, Conrad est épuisé. Quand il fait sortir des émotions, là, il se sent épuisé. Ça prend de l'énergie pour contrôler ses émotions. Mais ça, c'est pas suffisant pour l'amener jusqu'à la tristesse. Qu'est-ce qu'il dit de fondamental? Pourquoi le frère a lâché? Pourquoi il a lâché le frère? Parce qu'il est moins fort. Parce qu'il était moins fort. Ton idole est supposée d'être quoi? Plus fort. Puis là, le psychologue lui dit, tu n'as jamais réalisé qu'au fond, c'est toi qui es le plus fort, c'est toi qui es le plus costaud. Puis là, Conrad est comme sous le coup du choc. Quel est le processus par lequel on se construit notre identité? Processus d'identification à quoi? À nos modèles d'identité. On s'identifie à nos parents. Pendant toute notre jeunesse, notre enfance, on s'identifie à nos parents. À l'adolescence, c'est quoi qu'on fait? Mais par rapport aux parents, qu'est-ce qu'on doit faire? Se détacher, s'identiser, s'émanciper de ces modèles-là qu'on a intériorisés. Maintenant, on tasse les parents. Puis pour se tasser les parents, on s'identifie aux pères, P-A-I-R-S, aux ados. À la fin de l'adolescence, c'est quoi qu'on fait? Il faut que tu t'identises de ta gang d'ados, de tes modèles d'identité pour aller dans un niveau d'identification plus... Et à partir du moment où ton frère, c'est ton idole, puis qu'à la fin, tu te rends compte que, hey, my God, je suis meilleur que mon idole, je suis en train de construire mon identité. Rappelez-vous les théories, là, tu as émotion, communication, relation d'aide. Ça va avec perte. Ça va avec perte. Quelle est la théorie qu'on doit évoquer pour reconstruire notre identité? C'est la théorie de l'identité. Donc, je dois me séparer des objets par lesquels je m'identifiais, je construisais mon identité, puis me séparer, c'est pas les rejeter et dire c'est de la merde, c'est je me libère de leur influence sur moi. Un adolescent se libère de l'influence des parents, mais il ne veut pas du mal à ses parents. Je me libère, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Vous n'allez pas choisir mes amis. Moi, j'arrive au parc avec mes enfants, je dis allez jouer avec les amis, ils vont jouer avec les amis. Avec ma fille qui a 12 ans, je ne peux plus faire ça. Je dis maintenant, on va jouer avec les amis. Je dis, pas les amis, ça. Je dis, laisse-moi choisir mes amis. Là, je vois qu'elle n'est plus un enfant. Là, Conrad,
grâce à la parole du psychologue, il vient de s'identiser, de s'émanciper par rapport à l'admiration qu'il a de son frère. C'est moi le meilleur. Et le psychologue lui demande, es-tu capable de vivre avec cette idée-là? Autrement dit, est-ce que tu es capable de devenir un homme maintenant? Tu étais un ado, là tu es un homme, tu es un adulte. Est-ce que tu peux vivre avec ça? Et le film montre qu'il est bien parti. Alors, à la toute fin du film, Conrad est capable de donner un câlin à sa mère. Il sait que... Est-ce que la mère déteste Conrad? Elle ne le déteste pas du tout. C'est juste qu'elle a l'amour qu'elle a. Ça ne dit pas grand-chose. C'est une identité. Quel type d'identité, la mère? Selon Marcia, foreclose. Puis tant qu'il n'y a pas de rupture dans ta trajectoire, tout va bien, là. Sauf que Buck est mort, ça a foutu le bordel dans tout le reste. Et tout. Elle a toujours refusé de reconstruire son identité, elle a continué à faire assemblant, sauf que les autres sont en évolution, fait que les autres se remettent en question. Fait que Conrad a toujours pensé que sa mère ne l'aimait pas. Et le psychologue lui a fait comprendre que, écoute, elle ne t'aime pas comme toi tu voudrais qu'elle t'aime, mais elle t'aime dans la limite qu'elle a. Dire, elle a ça, fait que ça, elle te le donne, mais elle te donne ça. Rien d'autre. Et lui, il se dit, j'accepte que ma mère ne m'aime pas plus qu'elle m'aime, mais moi je l'aime. Faites-moi lui donner un câlin. Je n'attendrai pas qu'elle vienne me donner un câlin, elle ne viendra pas me donner un câlin. Mais moi je l'aime. Je vais aller lui donner un câlin, bonsoir, puis ça va se coucher. Conrad est un homme libre à ce moment-là. Ça arrive après la crise. Il n'aurait pas pu faire ça avant la crise dans le bureau. Là, il est libéré. Son deuil est terminated. Il est terminé par rapport à son frère, puis il est terminé par rapport à l'amour de sa mère. Il y a une petite rechute au moment du taxi à la fin, quand la mère s'en va, puis là, il parle à son père. Pourquoi maman s'en va? Ah, c'est moi, hein? C'est moi, attends. C'est encore moi qui ai foutu le bordel dans la famille. Là, le père, il dit, arrête de t'accuser comme ça, toujours de tout! Fait que là, Conrad dit, aïe, mon père m'engueule, tu sais. Puis là, le père, il dit, excuse, je ne vais pas t'engueuler. Fait que là, Conrad dit, ben non, ouais, engueule-moi, engueule-moi, tu sais. Fait que là, il dit, ben non, j'ai pas le courage de t'engueuler avec Buck. C'est comme tu le faisais avec Buck. Fait, et toi, c'est pas nécessaire, t'es pas Buck. Le père dit, tu sais, tu es Conrad. Buck, c'était Buck, Conrad, c'est Conrad. Et là, ils peuvent se dire « je t'aime » tous les deux, de façon authentique. C'est beau, ce film, non? Il faut oser les émotions qu'on a. Il faut oser les émotions qu'on a. Sinon, on vit à côté de notre vie. Connaissez-vous, parenthèse, connaissez-vous Saint-Denis Garneau? Ça vous dit quelque chose? Hector de Saint-Denis Garneau. Grand poète québécois, il vous montre pas ça en français? On va aller faire une plainte au cours de français. Hector de Saint-Denis Garneau, il a écrit un poème « Je marche à côté d'une joie ». D'une joie qui est moi, mais qui marche à côté de moi, dans mes pas en joie. Et je rêve de transposition d'atomes pour habiter les pas en joie qui marchent à côté de moi, pendant que s'estompent les pas à côté de moi. Pas trop, là, mais c'est magnifique ce poème, que je récite très mal, là, mais Hector de Saint-Denis Garneau, transposition, je pense que ça s'appelle. Je vous invite à lire ça. Retournons aux choses sérieuses. Donc, Conrad, son deuil est fini. Est-il en deuil jusqu'à la fin du film? Est-il guéri? Oui, il est guéri. À un moment donné, le psychologue, dans le bureau, il dit « Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Qu'est-ce qui a déclenché la crise de Conrad qui court dans les rues? Qu'est-ce qui a déclenché ça? » Ouais, la fille Karen. Karen, elle s'est suicidée. Pourtant, Karen était toute joyeuse, lui. Tout le long du film, Conrad, là, il a l'air de... Tu sais, vraiment, là, il a l'air magané, là. Puis elle est toute joyeuse, elle monte une pièce de théâtre. Puis il dit « Oui, mais elle était guérie! » Que dit le psychologue? Elle n'était pas guérie. Elle n'était pas guérie.
Parce qu'elle marchait à côté de ses émotions complètement. Oui? Parce qu'elle ne serait pas dans le déni. Elle était dans le déni. Elle était dans le déni. Excellente analyse, mon cher. Elle était dans le déni. Elle faisait semblant. Lui, il essaye, mais il n'est pas capable. Ça aurait pu éprouver une crise de suicide encore. Il aurait pu. C'est comme un ami qui était perdu à cause du suicide. Ouais. D'ailleurs, quand il appelle pour dire, écoute, je suis en amour avec une fille, il faut que je t'annonce ça, mais là, c'est les parents qui répondent, dire que Karen est morte, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Conrad? Il a le téléphone dans les mains, là. Est-ce qu'il raccroche? Non, il raccroche même pas. Le téléphone, il pend. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il monte, avant de courir dans les rues, là, il monte en haut, dans la salle de bain, il y a une petite séquence brève. Qu'est-ce qu'il fait? Il se regarde avec le sang. Il fait couler, mais il n'y a pas de sang dans cette séquence-là. Non. Il monte dans la salle de bain, là où il a fait sa tentative de suicide l'année passée. Il rouvre les robinets comme l'année passée, puis il met ses mains sous le robinet, mais là, on voit qu'il n'est pas tranché. Là, on voit ses 2 cicatrices au poignet, mais on sait que c'est un flashback de l'année passée. C'est en temps réel. À quoi il pense? Il pense au suicide, c'est clair. Donc, il a des pensées suicidaires, mais il ne passe pas à l'acte. Il court partout dans la rue, puis il appelle son psychologue. Le psychologue, il dit « T'es où? » Là, Conrad, il dit « Je sais pas. » Il dit « Peux-tu te trouver à mon bureau? M'en est rejoint. » Là, c'est là que la séquence finale. Fait qu'on voit que Conrad, il est en acceptation à la fin, par rapport à ces 2 objets connus. Le père. Est-ce que le père vit un deuil ou il vit une perte? Pour qu'il y ait une perte, pour qu'il y ait un deuil, pardon, il faut qu'il ait perdu un objet identitaire. Alors, Bock, est-ce que c'est un objet identitaire pour le père? C'est sûr. Pour un père, tous les enfants sont des objets identitaires. Pour les enfants, tous les parents sont des objets identitaires. Et même si vous haïssez votre père, votre mère, puis que vous vivez une relation infernale, vous êtes actuellement en train de vivre un deuil avec un objet qui est encore là. C'est très dur, ça, vivre une relation épouvantable avec ses parents, parce que c'est tes aliments. Imagine que tu es obligé de t'alimenter toute ta vie avec du poulet frit, Kentucky, pas assez de date en plus. Et c'est tout ce que tu as comme aliment. C'est sûr que ça affecte ton identité longtemps. Fait que l'objet est identitaire. Alors, le père vit un deuil par rapport à Bock. Est-ce que, où le père est-il rendu dans son deuil? À la fin du deuil. Pourquoi vous dites ça? Quel est le signe que tu as fait le deuil d'un objet? Que c'est terminé? Et tu ne te crées pas un autre. En fait, tu vas réinvestir un autre objet. Tu vas réinvestir un autre objet, pas pour le remplacer, mais pour ce qu'il a de autre. Et tu vas vivre autre chose par rapport à cet objet. Alors, quel est le signe que le père a fini son deuil? Il a investi l'autre fils, mais pas comme un substitut de Bock, mais pour un Conrad original. Et il a encore de la peine pour Bock. La peine ne disparaît pas, sauf qu'il n'est pas tout le temps dans la peine, dans le manque. Il a passé à autre chose. Par rapport à Conrad, est-ce que le père vit un deuil? Pourquoi non? C'est facile à répondre à ça. Parce que quoi, Anastasie? Parce qu'il ne l'a pas perdu. Il ne l'a jamais perdu. Il a eu peur de le perdre l'année passée. Puis là, cette année, il l'investit au bout pour qu'il aille bien. Il fait tout pour que son fils aille bien. Il ne peut pas être en deuil. Il a peur. Le père vit dans la peur pour son fils. Il a peur de le perdre. Maintenant, par rapport à l'amour de sa femme, est-ce que
le père vit un deuil. Oui, ton épouse, la femme de qui tu as eu des enfants, lui, il n'y a pas grand-chose dans sa vie. Il a quelques amis, là. Et sa femme, ses enfants, c'est important pour lui. Fait que par rapport à l'amour de sa femme, c'est un objet identitaire. Il est en deuil. Où est-il rendu dans son deuil? Est-ce qu'il est en choc? Est-ce qu'il est en déni? Est-ce qu'il est en marchandage? Est-ce qu'il est en colère, cet homme? Tristesse. Tristesse. C'est un homme qui, psychologiquement, est d'une très grande santé émotionnelle parce qu'il ne résiste pas aux émotions qu'il ressent. Il ne comprend pas toutes. Il est un peu épais sur les bords. Mais c'est un homme authentique qui vit des émotions de façon pure. Quand il va chez le psychologue, tout habillé, cravate, là, comme s'il allait faire une prestation aux Oscars, je ne sais pas trop, là, vraiment tuxedo, tout, là. Puis il essaie de faire parler sur le fils, puis le psychologue ne veut rien dire. Et là, le père dit, je sais pourquoi je suis venu. C'est pour parler de moi que je suis venu ici. Puis il descend à sa cravate. Puis il revient dans son garage, complètement fucké, avec le pop. Et la mère dit, je suis là. Je voudrais qu'on parle des chaussures que j'avais, les minerais, qu'elle dit à voir. Elle pense que le psychologue est en train de rendre tout le monde fou dans la famille. Alors que c'est l'inverse qui se produit, en fait. Fait que cet homme est une grande... Même à la perte de sa femme, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, là, mais il va s'arranger. On verra. La mère, est-ce qu'elle est en deuil? Ouais. Elle est en deuil de quel objet? Le boc. À quelle étape de son deuil est-elle rendue, la mère? Un marchandage. Si tu me dis marchandage, il faut que tu me dises comment elle récupère l'objet perdu. Est-ce qu'elle arrive à récupérer l'objet perdu? Elle ne fait rien, même pas en marchandage. Elle est comme restée stallée, comme dans la famille d'avant. Elle est comme, tu sais, dans un film, tu fais pause. Tout est figé. Tout est arrêté dans sa vie. La colère qu'elle ressent, c'est une colère envers qui? Elle n'est pas en colère contre son mari. Es-tu en colère contre son mari? Elle est en colère contre Conrad. Parce que c'est à cause de Conrad qu'elle a perdu l'enfant qu'elle aime. Fait qu'elle est en colère contre Conrad. Mais même l'amour qu'elle ne ressent pas pour Conrad, elle dénie ça. Quoi? Il t'a dit que je ne l'aimais pas? Comment une mère peut ne pas aimer ses enfants? Voyons donc, qui t'a cru ça? Elle capote, elle. Elle est dans le déni, en fait, de toutes les émotions qu'elle ressent par rapport à ce qui est autour. La famille est en crise totale, le mari pleure dans la cuisine, puis le mari demande, est-ce que tu m'aimes, Beth? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette question-là. C'est comme une question importante là, dans le film. Et elle dit, j'ai toujours éprouvé pour toi les mêmes sentiments. Ça me faire dire ça par une femme, là, wow, tu sais, ça goûte sec, pas mal. C'est comme un sablé, mais sans verre de lait, sans thé, plus un sablé. Elle est dans un déni. D'ailleurs, quand elle sent la peine lui monter, la détresse lui monter, elle ravale tout. Est-ce qu'elle est proche d'avoir résolu son deuil, elle? Non. Elle a du chemin à faire. Alors que le père et le fils, le deuil est fini. Le père, il va avoir un petit travail à faire. Mais il est bien parti. Oui? Ça veut pas, ces étapes-là, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va nécessairement aller plus loin. Il y en a qui... Oui, c'est ça. Comme on voit le père, il passe directement à la tristesse. Il n'a pas tout fait ça. Alors que la mère, elle bloque au déni. En effet,
Fait que rappelez-vous, en psycho, ces notions théoriques-là, elles sont vraies pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas à la même place ou ne se comporte pas de la même façon. Mettons, une identité forclose refaire son identité, là. De quoi on a peur pour la mère? Probablement le suicide. Elle s'en va à Houston. Ce que le père devrait faire, c'est appelle à Houston. Avertis ta belle-sœur de checker sa sœur continuellement. Pas la laisser toute seule. Il peut y avoir un risque de passage à l'acte. Est-ce que Conrad risque d'être suicidaire encore? Est-ce que le père pourrait l'être? Pourquoi non? Ben, parce qu'il s'en va vers l'acceptation. Oui, puis il y a Conrad. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, Mais conscient mais des émotions. ouais, tout le temps. Très simple. Il va vivre une détresse. Mais même si quelqu'un perd tout, là, ça ne veut pas dire qu'il va se suicider. Non, ça tu as raison. Si quelqu'un perd tout, ça ne veut pas dire qu'il va se suicider. Parce que, je ne veux pas être dramatique non plus, là, mais prenez conscience que tout le monde ici présent, là, vous allez tout perdre. Éventuellement. Rappelez-vous la dernière étape de la vieillesse, le dernier stade, intégrité. L'intégrité, c'est accepter de perdre ses derniers objets identitaires. Les derniers objets identitaires. Vous allez perdre ça. Vous allez être en deuil de votre propre vie. Puis on peut quelqu'un qui est en déséquilibre du côté de désespoir par rapport à sa vie, il serait dans l'une ou l'autre de ces émotions-là. Puis celui qui est en acceptation, c'est celui qui serait du côté de l'intégrité. Un excès d'intégrité, ça serait d'accepter la perte d'un objet, alors que cet objet-là, tu ne l'as pas perdu. Fait que comporte-toi pas comme s'il n'était pas là. Continue de l'investir. Ça va? Est-ce que sur perte et deuil, vous avez j'ai tout fait? Il me semble que j'ai tout fait, tous les personnages. Okay. Nous allons prendre une pause, sauf pour les deux personnes qui n'ont pas fait leur test de lecture. Est-ce que votre lobe préfrontal est activé? Le lobe préfrontal, c'est là où il y a le siège de la pensée. Alors, il nous reste un bloc à voir aujourd'hui, c'est le bloc de la crise. Je pense qu'il y a ce genre de questions à un moment donné à l'examen, au test de lecture, porté sur la crise. À quoi on voit que quelqu'un est en crise? Une désorganisation. Oui, il faut qu'il y ait une désorganisation. Il y a plusieurs types de désorganisation. Il y a une désorganisation intellectuelle, émotionnelle ou fonctionnelle. C'est ce que nous verrons dans les leçons. On se rappelle que c'est des indicateurs. Des indicateurs qui nous permettent de poser un diagnostic. Alors, la première chose à dire sur la crise, c'est que toute crise est une perte. Toute crise est un deuil. Sauf que ce deuil n'est pas accepté. S'il n'est pas accepté, s'il dure un certain temps, on parle de deuil pathologique, et ce deuil peut conduire à une crise. Alors, pour qu'il y ait crise, ça prend donc un indicateur de plus, qui est la désorganisation. Qu'est-ce que ça veut dire être désorganisé? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas fait le ménage dans notre casier ou dans notre cartable de feuilles de notes? Oui, aussi, oui. C'est vrai que ce terme, quelqu'un qui est désorganisé, est en désordre dans son tiroir de bureau, dans son tiroir de plats Tupperware. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que dans toutes les familles, il y a des tiroirs de plats Tupperware. Et dans ce tiroir-là, il y a plein de plats et de couvercles, mais
on n'a pas les couverts qui vont avec les plats, ni les plats qui vont avec les couverts. De telle sorte que, une fois par année, tu un plat Tupperware au vidange, on va en acheter d'autres. Mais de toute façon, comme votre tiroir à bas, vous avez plein de bas qui sont orphelins. On se dit, voyons, où vont les bas orphelins? Les autres, ça va, tu comprends. Enfin, il y a peut-être du sang. Mais la crise, c'est pas de ce type de désorganisation-là dont il s'agit. C'est une désorganisation psychologique. Question. Quel est l'élément déclencheur de la désorganisation? La perte d'un objet. Je me demandais si vous alliez perdre le fil, là. Rappelez-vous qu'il y a toujours une logique dans l'introduction des notions théoriques. Fait qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est désorganisé, il y a des interventions à faire à très très court terme pour que cette personne-là ne se contrôle plus. La désorganisation, c'est une perte de contrôle de soi-même. Perte de contrôle de soi. Fait que si je ne me contrôle plus, on doit contrôler la personne de façon extérieure. Alors, on va donner du soutien, on va faire de la relation d'aide dans des situations de perte et de deuil, parce que la personne n'a pas perdu plein pouvoir sur elle-même, elle a juste besoin de se faire aider, accompagner. Mais lorsque la personne est en crise, il doit y avoir de la prise en charge. Je vais introduire la notion dans les techniques en relation d'aide. Il y avait deux techniques que je vous avais dit que j'avais dit de connaître, mais de ne pas utiliser. Il y avait la confrontation, puis il y en avait un autre aussi, qui était le contrôle, ou la prise en charge. Alors, dans des situations de crise, puisque la personne n'a pas les ressources pour se contrôler elle-même, il faut la protéger contre elle-même. Il faut la contrôler de façon extérieure. Ça peut être le réseau naturel aidant, mais souvent, ce réseau-là n'a pas nécessairement les techniques efficientes pour prendre en charge une personne. Fait que des fois, il faut aider le réseau naturel aidant à contrôler la personne en crise, ou soi-même. Il faut intervenir par la police, les ambulanciers, ou l'amener à l'hôpital, pour contrôler cette personne-là. Actuellement, la crise est très intense, mais ça ne dure pas longtemps. Actuellement, en 2-3 semaines, souvent même en quelques instants, on peut régler un état de crise. Les éducatrices en garderie, quand un enfant est frustré, puis qu'il se jette à terre, là, puis qu'il gigote, puis ils ont une expression pour dire qu'est-ce qui se passe avec l'enfant. Ils disent, bon, il s'est désorganisé. Il s'est désorganisé, on va l'organiser. Puis l'enfant se désorganise, ça veut dire qu'il y a un petit épisode de crise. Là. Il n'est pas capable de se contrôler. S'il n'est pas capable de se contrôler, il peut se faire mal. Il peut faire mal à quelqu'un, ou il peut casser quelque chose. Fait que, il faut qu'on le contrôle. Donc, il y a des crises qui peuvent être très brèves, de l'ordre de presque qui se mesure en secondes, mais ça peut durer en jours, voire en semaines. Alors, les différents types de crises, de désorganisation. Là, j'écris ici, là, mais on n'est pas avec perte et deuil, on est avec tout ce que je vais écrire maintenant dans cette section-là, ça va avec le point 5 sur les organisations, ça va? Donc, les organisations. La désorganisation peut être fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une désorganisation fonctionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ah. Non, c'est un indicateur. Un déterminant, c'est la cause. Qu'est-ce qui cause la désorganisation? Alors, qu'est-ce qui cause la désorganisation? Tu as la perte d'un objet, tu as les mécanismes, la personne n'a pas réussi à reconstruire son identité par rapport à la perte d'un objet.
ses émotions la submergent, puis elle n'a pas de mécanisme de contrôle de soi suffisant. Tantôt, je vais parler des facteurs de stabilisation. Ça, ce sont des déterminants qu'on doit mettre en place pour l'aider. Mais avant de l'aider, on va le diagnostiquer. Alors, la première des organisations observables, c'est une désorganisation fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une désorganisation fonctionnelle? Oui. C'est tout ce qui a rapport au quotidien. Oui. Continue. Comme la personne il n'y a plus d'obligation humaine de se laver. Se laver, manger, s'habiller, tout ça. Donc, fonctionnel, c'est toutes les tâches du quotidien. Alors, un indice de ça, la personne ne se lavera pas. Mais quelqu'un qui ne s'est jamais lavé, qui ne se lave pas, ce n'est pas un indicateur de crise. Pour que ce soit un indicateur de crise, il faut que ça constitue un changement par rapport aux habitudes de vie de la personne. Donc la personne ne se lave pas, elle ne mange pas, elle ne s'habille pas, elle ne se lève pas le matin pour aller au travail, elle arrive en retard au travail, mais dans une situation où il n'y a pas de verglas. Oui. Et si c'est comme l'hiver, si la personne, elle ne se lève pas le matin, puis elle c'est son mode de vie alors. C'est son mode de vie d'être en retard et désorganisé. Elle n'est pas en crise. Elle est juste immature. Oui, mais si son mode de vie, c'était toujours en retard, puis pendant un bout du temps, elle arrive tout le temps à l'heure, ça veut dire qu'elle est désorganisée. Ou qu'elle s'est fait un chum qui est très structuré, ou une blonde. Moi, j'ai un fils comme ça qui était complètement... on aurait dit que sa vie était une crise. On parle de crise à l'adolescence, là. Et on ne savait plus quoi faire pour qu'il prenne soin de sa personne, mettons. Il arrive en retard, il s'est fait une blonde. C'est très structurant, une blonde. C'est très structurant. Fait que peut-être que quand il va perdre sa blonde, il va entrer en période de crise. Mais l'idée, il faut toujours faire la différence entre est-ce que c'est un signe de la personnalité ou c'est une rupture dans sa personnalité. La désorganisation, c'est quelque chose qui arrive. Il y a comme un astéroïde qui traverse la trajectoire d'une planète, puis ça fait des vagues. C'est pas son quotidien. Il faut qu'il y ait un changement. C'est pour ça que moi, quand j'écris des notes, les étudiants, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais à chaque fois que vous avez une note qui est en haut de 80, j'écris bravo sur votre thèse de lecture ou sur votre examen ou sur votre travail de session, j'écris bravo quand c'est en haut de 8 sur 10 ou 80%. Puis j'ai des notes à tout le monde. Quelqu'un, par exemple, qui a en bas de 60, je vais faire un petit message pour qu'il... Quand je vois que la personne montre des signes de difficulté, je vais écrire un petit message pour inviter la personne à venir me voir. Entre 60 et 80, tout va bien, je vous écris rien. Pas parce que je vous aime pas, là, je vous aime tout. Mais tu sais, bon, elle ne sort pas la grosse quincaillerie pour aider quelqu'un qui n'a pas vraiment de difficulté. Par contre, si quelqu'un a 90, mettons, puis à un moment donné, il a 70. 70, ça va bien, là. Mais par rapport à son identité, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un événement qui s'est passé là, pour une drop aussi importante que ça. Fait que même s'il n'y a pas en bas de 60, je vais écrire un petit quelque chose. Pour dire, ça va-tu? J'aime pas de m'appeler, de m'écrire, si je peux t'aider à quelque chose. Si j'ouvre une porte, je défonce pas sa porte, mais j'ouvre une porte parce que je m'inquiète de cette personne-là. Fait qu'il y a peut-être un indice d'une désorganisation. Je veux juste vérifier s'il y a un événement déclencheur pour cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut qu'il y ait eu juste une gastro la veille avant de faire l'examen, fait que là, ça se guérit sans aller chercher un psychiatre. Là. Mais des fois, ça peut être plus que ça. Peut-être que la personne est désorganisée, vous êtes enseignant. Il faut être vigilant. Quand on est en enseignement ou quand on est en soins infirmiers, il faut prendre soin des gens qui nous sont confiés.
Fait que je ne sais pas si je réponds comme il faut, là, mais il faut toujours regarder, y a-t-il un changement de comportement chez la personne? Alors, la désorganisation fonctionnelle, c'est la personne va arriver en retard, elle ne fera pas son travail, elle va négliger des choses qu'elle faisait par ailleurs, auparavant. Ça se peut qu'il y ait des épisodes où vous êtes débordé et vous n'y arrivez juste plus. Fait que ça, c'est des signes de désorganisation un peu fonctionnelle. À la fin de session, quand tu as tous les travaux à faire, tous les travaux à remettre, les examens à préparer, certaines personnes vont entrer dans des épisodes où ils sont un peu désorganisés. Il faut voir cette désorganisation-là. Est-ce qu'elle est un signe de crise? On peut être désorganisé temporairement, mais on a des facteurs autour qui nous aident à nous structurer, qui fait qu'il n'y aura pas trop de dommages, mais il y a des indices de désorganisation. Ça veut dire que la personne est plus fragile. Vous êtes plus fragile, mettons, en fin de session, quand vous êtes en roche. S'il y a une goutte qui arrive dans votre vie, peut-être que le vase va déborder. Fait qu'il faut être prudent dans ce temps-là. Fait que donc, désorganisation fonctionnelle, ça a rapport à toutes les choses que vous devez faire au quotidien. J'ai mis les tâches du quotidien, donc c'est pas juste dans la famille, c'est au travail aussi. Moi, j'ai déjà eu un étudiant à l'université, il étudiait en médecine, et dans son stage, il y avait tellement d'affaires à faire, il y avait trop de dossiers. Fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pratiquement plus de dossiers à traiter. Pourtant, il est supposé d'en avoir beaucoup, mais on ne comprenait pas pourquoi. On a retrouvé ces dossiers dans la machine à Pepsi, dans la salle des employés. Il cachait ces dossiers inconsciemment, puis là, il ne voyait pas qu'il n'y avait plus ces dossiers. Fait que genre, j'ai juste 3 dossiers aujourd'hui, ça va être cool. Mais il y en avait 15 autres qui étaient dans la machine. Fait que, il avait perdu contact avec la réalité. Là. C'est des signes de schizophrénie, entre autres choses, ça, le fait de perdre la carte à ce point-là. Mais lui, ça arrive dans des situations où le stress est intense. Quand, selon votre tempérament, selon aussi certaines composantes génétiques, il y a des gens qui sont plus susceptibles de se désorganiser dans des situations de stress intense. Puis il y a d'autres mondes, mais je suis malade de prendre beaucoup de stress. Les schizophrènes, en général, ils ont une grande sensibilité au stress. Fait qu'il faut les faire travailler dans des emplois où il n'y aura pas trop de pression. Bref, désorganisation fonctionnelle. On peut avoir un autre type de désorganisation qui est émotionnelle. Ça, c'est facile à observer. Émotionnelle. Alors, à quoi on voit la désorganisation émotionnelle? On va faire le dessin de l'émotion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin-là sur les émotions. À quoi on voit qu'il y a des organisations émotionnelles? Il y a 2 critères. Événement déclencheur, réaction physiologique, causale. Ouais. Admettons là, que tu as l'événement, mettons je fais boue, puis que la personne pleure au lieu de sursauter. Est-ce que vous trouvez ça normal, ça? Alors, selon, s'il n'y a pas de correspondance logique entre la nature de l'événement et la réaction physiologique, mettons, on vous donne une mauvaise nouvelle, mettons, vous avez échoué à l'examen de l'ordre. Puis là, vous vous mettez à rire, vous êtes capable de rire. On a un bizarre de feeling, là. Il y a des gens, ils sont au salon funéraire, mettons, leur père est mort ou leur conjoint est mort, puis là, ils ont des fous rires, ils ne sont pas capables de s'empêcher de... C'est un peu bizarre. Donc ça, c'est des indices de désorganisation émotionnelle. Les émotions, ils ne fitent plus avec le contexte dans lequel ils se passent. Ou il n'y a pas de correspondance entre l'intensité de la stimulation et l'intensité de la réaction émotionnelle. La personne te fait vivre une petite frustration de rien du tout, dit quelque chose comme ça, là, puis toi, tu pètes une coche. Tu sais, là, tu réagis là, vraiment trop exagérément par rapport à l'événement qui s'est produit. Tu n'arrives pas à te calmer les nerfs, à te contrôler, à te réorganiser au plan émotionnel. Ou l'inverse. On te dit une affaire gigantesque, là, une nouvelle épouvantable, puis tu es comme, tu réagis pas vraiment.
Tu es au salon funéraire, tu as perdu l'homme de ta vie, puis les enfants qui sont morts dans un crash d'avion, je sais pas trop quoi. Puis là, tu t'assures que dans le buffet, il ne manquera pas de sandwich ou pas de croûte. Puis ta seule préoccupation, c'est les sandwichs ou pas de croûte. Ben, c'est une désorganisation émotionnelle. Il faudrait voir s'il y a un déni par rapport à la mort. Là. Mais il y a des tas de chocs. Je ne sais pas quoi faire avec cette émotion-là. Donc ça, c'est une désorganisation. Rappelez-vous que la désorganisation, c'est une perte de contrôle de ce que tu as à faire. Ou de tes propres émotions. Les émotions prennent le pouvoir sur toi. Tu es au travail, tu as à te concentrer, puis tu pleures tout le temps. Tu as à étudier, puis tu n'arrives pas à... Tu pleures, ou tu es en colère, ou... Évidemment, c'est des émotions qui sont liées avec la perte, là. Donc, perte de contrôle de ces émotions. L'autre désorganisation, c'est la désorganisation cognitive. Alors ça, c'était... Tu n'arrives plus à raisonner. Tu vas exagérer la réalité, ou tu vas banaliser, ou tu fais des liens entre des affaires qui n'ont pas rapport. C'est comme si tu perds ton intelligence. Tu vas dire des mots qui ne correspondent pas à la réalité. Tu vas te faire... Tu es en délire, ou tu vas dire des mots à des gens que tu aimes, des mots épouvantables, qui sortent de ta bouche. Puis même des fois, toi-même, tu les entends. Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mais tu peux pas te retenir. C'est une perte de contrôle de ta propre pensée. Tu dis des niaiseries. Mais si dire des niaiseries, c'est signe de ton intelligence habituelle, tu sais, t'es niaiseux, là, ben, t'es pas en crise. T'es niaiseux. Mais quand on est désorganisé, on peut... Tu sais, les gens peuvent faire... Il faut les protéger, ils peuvent prendre des décisions épouvantables là, en état de crise. Il faut les empêcher de signer des chèques ou de s'inscrire dans des programmes de... je sais pas trop quoi, là. Pas prendre trop de décisions quand tu es en état de crise. Fait que la famille prend le contrôle de toutes les possibilités de faire du dommage à long terme par des mauvaises décisions. Quelqu'un qui est en crise. Alors, il est possible de vivre une crise avec une seule de ces désorganisations-là. Mettons, quelqu'un pourrait être désorganisé au plan émotionnel, il arrive quand même à réfléchir, puis il ne va pas faire de conneries, parce que c'est juste qu'il pleure tout le temps, puis il sait qu'il ne doit pas prendre de décisions importantes, parce qu'il n'est pas en état émotionnel de le faire. Fait qu'il va contrôler sa pensée. Puis au plan fonctionnel, il va arriver à faire en gros ce qu'il a à faire. Mais, donc la crise serait juste émotionnelle. Quelqu'un pourrait vivre les trois crises simultanément. Alors évidemment, l'intensité de la crise se mesure à l'intensité de la désorganisation. Quelqu'un qui est en crise partout, dire, il faut qu'on se mobilise pour le contrôler puis le protéger contre lui-même. Oui? C'est possible que quelqu'un veuille aller vers le suicide, même s'il n'y a pas une désorganisation? C'est une très, très bonne question, ça. Est-il possible de faire un acte suicidaire sans la crise? La flèche ici nous indique que non, mais puisque la question est posée, je vais ouvrir à des notions théoriques qui ne font pas partie du cours. Il y a certains artistes, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a certains artistes, deux acteurs, deux comédiens québécois, Pauline Julien, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une chanteuse québécoise, et pas Gilles Carle, mais comment il s'appelle, donc, le trophée qu'on a retiré, comment il s'appelait dans le trophée, le cinéaste, là. Comment? En tout cas, ça va me revenir, j'ai un gland, là, parce qu'on a effacé le nom de cet artiste-là, parce qu'il
il a été accusé de pédophilie, fait qu'on a retiré le nom du trophée. Là. Mais, en tout cas, ces deux artistes-là ont reçu un diagnostic d'Alzheimer. Ils étaient assez jeunes quand même. Et les deux, ce ne sont pas en même temps, là, à plusieurs années d'intervalle, les deux. Et les deux se sont suicidés. Parce que leur vie intellectuelle et artistique, c'est quelque chose de très important pour eux. De telle sorte que quand tu as la maladie d'Alzheimer, on te dit que toutes ces réflexions-là, cette qualité intellectuelle, cette vie intellectuelle-là, artistique, créative, tu vas la perdre. Et pour eux, c'était comme perdre le sens de leur vie. Et de façon consciente et délibérée, ils se sont suicidés. Il y a des gens qui se suicident. Ils vont se suicider. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte. La perte d'un objet identitaire. Et on pourrait dire que l'impuissance dans laquelle ils sont face à la maladie, c'est pas tant une désorganisation que je peux plus faire ce que je fais. Je pourrais plus vivre les émotions que je veux vivre, je pourrais plus penser comme je voudrais penser. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, alors que je goûte encore la vie, je vais, moi, mettre fin à mes jours. C'est un type très particulier de suicide et ces gens-là ne répondent pas aux interventions habituelles, là, comme Suicide d'Action Montréal, font des interventions pour aider à alléger les souffrances. Ils savent qu'ils vont souffrir, il est impossible d'alléger ce type de souffrance-là, parce que c'est une souffrance identitaire. Alors, ils mettent fin à leur jour. Quelqu'un qui est promis à une torture, mettons, tu es dans une prison, puis tu sais qu'ils vont te fouetter, ils vont te donner 100 coups de fouette à tous les jours pour le restant de tes jours, puis sans aucun moyen de te sauver ou de te libérer. À la place de souffrir autant, peut-être que tu vas vouloir te suicider. Il y a un roman de Marguerite Yourcenar, ça s'appelle L'œuvre au noir, où tu as un médecin, un philosophe, penseur qui se fait poursuivre par l'Inquisition, puis quand il se fait poigner, il sait qu'il va se faire brûler sur les bûchers, puis ça ne tente pas vraiment. Fait que, à la place que ce soit eux qui me tuent, je vais me tuer avant, parce que je suis quelqu'un qui veut avoir le contrôle sur sa propre vie. Mais c'est des cas très particuliers de suicide. Habituellement, ce ne sera pas ces gens-là que vous allez avoir, auprès de qui vous allez avoir à intervenir un jour. Les gens vont plutôt être en crise. On verra au prochain cours comment distinguer la crise non suicidaire de la crise suicidaire. Mais pour faire ça, il faut voir est-ce que la personne est en crise ou non. Je ne sais pas si je réponds encore fois à ta question, mais voilà. Fait que donc ça, c'est des indices auxquels vous devez être vigilant. Est-ce que cette personne-là a une désorganisation fonctionnelle, émotionnelle, cognitive? Est-ce qu'elle a perdu le contrôle d'elle-même? Si elle a perdu le contrôle d'elle-même, alors je dois la contrôler. Je dois la contrôler, plan fonctionnel, émotionnel. Je dois la protéger contre les dommages qui pourraient arriver sur les objets environnementaux, sur elle-même, sur d'autres mondes, tout ça. À l'hôpital, souvent, vous avez des codes, on ne rappelle plus le code de ça, mais un patient qui se désorganise et qui peut casser des affaires autour. Code blanc, je pense, ça se peut tout pour ça. Voilà. Donc, désorganisation émotionnelle. Maintenant, l'objectif, quand il y a une désorganisation émotionnelle, c'est de retrouver du contrôle sur cette personne-là. Là, je vais parler des déterminants. Donc, il y a d'autres déterminants de la crise, n'oubliez pas. Les autres déterminants de la crise, c'est la perte et le deuil. Là, je vais juste en rajouter d'autres qui sont spécifiques à la crise. On a des facteurs, on appelle des facteurs de stabilisation. Dans certains textes, ils vont dire des facteurs de protection. Ces deux choses, ces deux termes-là sont synonymes. Ou de protection. Quand on a des facteurs de protection, ça va aider partout. Ça va aider quand tu es en perte, ça va aider quand tu es en deuil. Mais là où ils sont le plus aidants, c'est lorsque la personne est en situation de crise. S'il y a des facteurs de protection
il est possible qu'on n'entre pas en désorganisation, qu'on résiste à la désorganisation. Mais s'il nous manque des facteurs de stabilisation, le pronostic est négatif. S'il manque trop de facteurs de stabilisation, ça va être plus facile d'entrer en crise. On cherche le plus possible à mettre en place des facteurs de stabilisation, parce que un facteur de stabilisation, c'est un peu comme un poteau qui est à l'extérieur du tronc de l'arbre, mais quand on s'accroche dessus, le tronc de l'arbre, il ne ballotte pas comme ça. Fait que quand ton poids est très fort, ben, tu n'as pas besoin d'un tuteur à côté, donc pas besoin de choses extérieures. Mais quand tu n'es pas assez solide, bien, ça prend une ressource qui est à l'extérieur. Alors, parmi ces facteurs de stabilisation-là, il y en a plusieurs. Le premier facteur, c'est la santé de la personne. Quelqu'un qui est en très bonne santé va résister davantage aux événements perturbateurs, comme les pertes ou les événements qui déclenchent des émotions intenses, on va y résister davantage. Fait les déterminants de la santé, là, c'est votre mode de vie. Si vous vous alimentez bien, si vous faites de l'exercice physique, si vous avez un mode de vie sain, si vous dormez bien, etc., là, il y a plein d'affaires dans le mode de vie. Tout ça, c'est comme si vous stimuliez votre système immunitaire d'une certaine façon, qui fait que quand il va avoir des problèmes, des facteurs de stress, vous allez y résister davantage. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Vous pouvez rétablir la santé, le mode de vie de quelqu'un pour augmenter ses facteurs de protection. Plus on intervient jeune dans la vie, plus ces facteurs de protection-là vont être puissants et efficaces. Deuxième facteur, c'est votre tempérament. Ça, malheureusement, on n'a pas de contrôle sur ce facteur de stabilisation-là. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est que le tempérament? Ça vous dit quelque chose, ce mot-là, tempérament? C'est le degré que la personne a besoin. Ça se trouve où, le tempérament? C'est dans votre corps. C'est dans votre corps. C'est une donnée physiologique qui est génétique. Vous ne pouvez pas modifier votre tempérament. C'est génétique, ça. Puis ça fait quoi, votre tempérament? Vas-y. C'est quoi, comme à quelle intensité on va réagir dans une situation? C'est exactement ça. Vous avez plein de capteurs sensoriels dans vos yeux, vos oreilles, votre peau, un peu partout dans votre corps. Puis quand il y a une stimulation, ces capteurs sensoriels-là envoient une information au cerveau. Votre système nerveux végétatif va activer plus ou moins intensément votre système sympathique ou parasympathique. Ceux qui ont un tempérament sensible, ils ont le parasympathique turbo. Le sympathique, pardon. Le sympathique turbo. Ça veut dire qu'ils vont réagir super fort à la moindre stimulation. Tandis que ceux qui ont un tempérament moins sensible, ils vont réagir moins intensément. Le parasympathique va inhiber le sympathique dans l'intensité de la réaction. Alors vous avez un certain niveau de sensibilité de votre tempérament, de telle sorte que s'il y a un événement qui vient vous perturber, vous allez réagir plus ou moins fort. Alors, d'après vous, quel genre de tempérament est plus susceptible d'être désorganisé? Tempérament sensible. Quelqu'un qui est plus sensible, bien, sa réaction émotionnelle va être dans le tapis. Ça consomme de l'énergie, puis ça va être fragilisé. C'est très important d'être authentique dans l'expression de nos émotions pour permettre de les métaboliser au fur et à mesure, plutôt que de les cristalliser quelque part dans le corps, puis éventuellement se fragiliser. Ensuite de ça, le réseau, votre réseau. Là, je ne parle pas de le nombre d'amis Facebook, OK? Parce que, mettons que tu déménages, regarde la quantité d'amis Facebook qui se sont déplacés pour transporter tes boîtes, pour t'aider à déménager.
ça vous montre à peu près la valeur de ces amis-là. Un ami Facebook, là, c'est pas un ami. C'est un mot qu'on utilise comme ça. C'est pas un vrai ami. Alors, c'est quoi ton vrai réseau? As-tu des parents? C'est quoi la qualité de relation que tu as avec tes parents? Est-ce que tu as un gros réseau d'amis, pas un gros réseau d'amis? Tu connais-tu du monde dans la vie? Quel est le lien que tu as avec ces amis-là? Si tu es dans le trouble, il y a du monde qui vont t'aider. Fait que, imaginez que vous avez une dette de 5 000 $. Comptez sur vos doigts le nombre d'amis qui sont prêts à faire un emprunt, par exemple, pour vous sortir du trou. On n'en a pas tant que ça. Il y en a qui en ont. Vous avez aussi comme facteur de stabilisation votre bien-être matériel. Admettons que vous vivez dans la pauvreté et que vous avez des problèmes. Mettons que vous devez arrêter de travailler parce que vous vous êtes blessé, puis vous travaillez au noir, pas d'assurance, rien, ça va être plus difficile. La désorganisation matérielle, c'est le fait d'avoir des ressources matérielles, donc financières. Mettons, je perds ma job, je perds quelque chose, je peux être en deuil et tout ça. Mais si j'ai 250 000 $ en banque, ben, je suis capable de voir venir pour les 2-3 prochaines semaines, sans trop m'inquiéter. Il y a une tentative de blague ici, mais tu comprends-tu? Si j'ai des assurances, ben, j'ai un facteur de stabilisation, je peux rester à la maison, me retrouver, me réorganiser. Si je fais une dépression, j'ai une perte de contrôle émotionnel, je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas m'occuper de faire le lunch des enfants, je ne peux peut-être pas me laver non plus, puis dans ma tête, j'arrive plus à être aussi intelligent qu'avant. Mais j'ai des assurances, j'ai un bon médecin, j'ai un conjoint ou une conjointe qui s'occupe des lunchs, du lavage, puis qui me permet de vivre cette désorganisation-là jusqu'à temps que je me récupère. J'ai peut-être un psychologue qui vient m'aider ou des médicaments qui font qu'à un moment donné, hop, après 10 mois, 1 an, je peux revenir au travail. Puis si au travail, on autorise que je fasse un retour progressif, que je prenne un cours plutôt que 5 cours, puis graduellement comme ça. Donc, c'est des ressources qui ne sont pas des ressources psychologiques, qui sont selon le pays dans lequel je vis ou selon l'entreprise dans laquelle je travaille, je vais avoir des ressources matérielles qui me permettent de survivre. Si ma maison n'est pas payée, si mon propriétaire menace de me mettre à la porte, ça me rajoute de la pression. Alors que si j'ai plein de ressources matérielles, des assurances et tout ça, c'est ce que ça veut dire, ça. Fait que quelqu'un qui a tout ça, évidemment, autant la désorganisation peut être juste fonctionnelle ou elle peut être les 3 types de désorganisation. On évalue l'intensité de la crise à tout ça. Mais les facteurs, plus tu en as des facteurs de stabilisation, plus tu es protégé contre les éventuelles crises. Ça va? Fait que donc, parmi les déterminants, on n'oublie pas qu'il y a les stratégies pour récupérer les objets perdus, et, les stratégies pour reconstruire mon identité, en plus de ces déterminants-là. Maintenant, dans votre... je ne sais pas si je vais avoir le temps de le présenter, mais il y a un schéma dans vos notes de cours, un schéma sur la crise, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je veux juste vous le présenter pour le commenter, puis j'aurais voulu faire l'exercice de savoir est-ce que Conrad est en crise, est-ce que le père est en crise, est-ce que la mère est en crise. Il m'en manque 2. Perception réaliste. Il manque 2 facteurs de stabilisation. Perception réaliste. Si je suis capable d'analyser l'événement déclencheur sans dramatiser la chose, c'est un facteur de stabilisation. Il y a des inquiets qui dramatisent tout. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour faire une crise. Ils exacerbent l'événement.
Puis l'autre, c'est le 6e facteur de stabilisation, c'est la maturité affective. À quoi on voit que quelqu'un est mature au plan émotionnel? J'espère que vous le savez. À quoi on voit que quelqu'un est mature? La conscience réaliste de ses émotions. Il manque un autre morceau. Je suis conscient. Ouais, le fait de communiquer de façon authentique des émotions sans être débordé par les émotions. Mettons, je suis en colère. Est-ce qu'un père a le droit d'être en colère contre ses enfants? Oui! Tu as droit à 840 colères par jour. Tu as le droit, c'est ton budget de colère quotidien, ça. Tu as le droit d'être en colère. Tu n'as pas le droit d'être violent avec tes enfants, de les frapper ou de les insulter. Mais il faut que tu sois conscient que tu es en colère. Oui, tu es en train de... Peut-être il faut que tu dises, là, papa, il n'aime pas ça, là. Ça fait 3 fois que je te dis de ne pas claquer les portes, la voisine, ça la dérange. Arrête de claquer. Il faut que je sois capable de dire de façon authentique. Je suis choqué. Mais je ne suis pas obligé de dire, lâche, arrête-toi! Ça serait de l'immaturité émotionnelle, que de ne pas contrôler ses propres émotions. Fait que contrôler ses émotions, ça ne veut pas dire étouffer ton émotion. Contrôler son émotion, ça veut dire prends conscience et exprime-la sans faire de mal à l'autre. Oui? Mais c'est pas des organisations émotionnelles. Ouais, ben là. Ouais. Ça, c'est des facteurs de stabilisation. Facteurs de stabilisation. Plus tu es mature au plan émotionnel, moins tu as de risque de désorganisation émotionnelle. Mais quelqu'un pourrait être très mature émotionnellement et vivre des événements épouvantables qui, je ne sais pas si vous savez, là, mais il y a des soldats qui reviennent de la guerre et ils sont en choc post-traumatique. De telle sorte qu'il arrive une petite affaire de rien du tout. Tu as des gros bifs, là, des gars là, qui sont capables de vivre des émotions dures sans broyer. Puis là, ils reviennent, puis la moindre petite affaire de rien, là, ils braillent, puis ils se mettent en petite boule, puis ils ne sont pas capables de se contrôler. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont été fragilisés. Admettons que tu as des os qui sont costauds, puis que tu as des coups, ton os peut ne pas casser. Mais même si tu as un os très costaud, si tu te fais entrer dedans par une vanne, bien, il va casser. Là. Il va casser. Fait que ces gens-là sont très résistants. Tu peux avoir un tempérament très peu sensible, une santé de fer, etc., etc. Mais personne n'est protégé à 100% contre les problèmes de santé mentale. Est-ce qu'on peut en guérir de ça, les chocs post-traumatiques? Est-ce qu'on peut quoi? En guérir, c'est très difficile. Il y a une recherche très active sur ce type de problème-là qu'on a nié. L'armée et les policiers, traditionnellement, c'est des milieux de gars, là, beaucoup. Là, et les gars sont plus en danger de faire des crises parce que les gars, ils se disent, je ne vais pas aller consulter un psychologue, je ne suis pas gay, moi, là. Fait qu'ils sont en déni par rapport à leur propre détresse, puis ils n'en parlent pas. Alors que les femmes, eux autres, en parlent. Ils ont un plus grand facteur de maturité émotionnelle. Fait qu'ils sont plus protégés. Oui? Par exemple, en soins infirmiers, on risque de voir des choses assez épouvantables. Donc, d'avoir de développer cette maturité-là, ce serait le fait de pourquoi les infirmières auraient moins tendance à développer un choc post-traumatique. Ou de le commencer tôt en carrière. Les crises professionnelles arrivent soit très tôt en carrière, ou soit à la longue parce que tu as perdu tes mécanismes de protection, puis que tu t'es fragilisé avec le temps. Mais les burn-out arrivent tôt. Les gens qui ne se connaissent pas bien, ne font pas un bon choix professionnel, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont capables de gérer ces émotions-là. Oui, c'est une chose, je ne sais pas si ça peut être filmé ce que je veux dire, mais on le coupera si jamais il y a un problème. Il y a une chose que je reproche à la formation en soins infirmiers, c'est qu'on vous donne des cours sur ces notions-là, mais ce qu'il devrait y avoir, ce serait des activités de croissance personnelle. Pas de la psychothérapie nécessairement, là, mais dans des petits groupes de 8, 10, 12 maximum, où on
parle de soi-même, comment on gère les émotions, les épisodes de crise dans nos propres vies. Parce que ton principal instrument d'intervention dans ta profession, là, ça va être toi. Ça va être toi-même. Fait que si toi, tu n'es pas en équilibre, tu vas rentrer dans des games de pouvoir avec les autres, puis ça peut... tu sais, il y a beaucoup de games de pouvoir en soins infirmiers. Puis des égos, plein d'égos en soins infirmiers. Puis ben, les gens, au lieu de travailler correctement ensemble, ben, il y a du gaspillage d'énergie qui fait que le système de santé n'est pas aussi efficace qu'il devrait si les gens qui travaillaient en santé étaient matures. Mais, fin de la parenthèse, je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Fait que, bon, grosso modo. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, il reste combien de temps? Il reste à peine 10 minutes. D'après vous, est-ce que Conrad est en crise? Ou est-ce qu'il y a un épisode quelque part dans le film qui montre que Conrad a vécu un épisode de crise? Conrad. Ben oui. Comme il a essayé de se suicider, il a dû passer par la crise. Ouais, ça c'est une raison logique. Donne-moi un fait, montre-moi une séquence dans le film que là il est en crise. Qu'est-ce que vous devez chercher en premier? La désorganisation. Alors, est-ce qu'il y a un indice où Conrad est désorganisé? Où? Quand il quitte la natation, non. Il le fait de façon très réfléchie. Le psychologue, il dit, écoute, les rencontres en psycho, c'est tel soir. Fait que là, Conrad dit, ouais, c'est parce que là, il est de la natation. Puis le thérapeute dit, ouais, non, pas de problème. C'est quoi tu fais? Fait que là, Conrad dit, ben, il faudrait que je lâche la natation, hein. Bon, c'est tout qui décide. Fait que là, il lâche la natation. Il n'en parle pas à ses parents, mais il lâche la natation. Donc, ça, c'est pas un épisode de crise, ça. C'est pas un épisode. Désorganisé. Quand il se met à courir, et qu'il il fait couler l'eau du bain, l'eau du lavabo, il court en ville, puis il appelle son psychologue, puis le psychologue il dit « T'es où? » Il dit « Je sais pas ». Ça ressemble un peu à une crise, ça, non? De quelle nature? Fonctionnelle, émotionnelle, cognitive? Ouais, donc il y a une crise, il y a une désorganisation. Au plan émotionnel, ça c'est la plus claire. Ces émotions sont dans le tapis, là, sont d'une intensité incroyable, puis il n'arrive pas à gérer cette émotion-là. C'est une panique. Est-ce qu'il y a un autre type de désorganisation? Cognitive. Il ne se rappelle plus? OK. Est-ce qu'elle est totale? Il y a quelque chose qui nous dit qu'il n'a pas totalement perdu le contrôle intellectuellement de lui-même. Il s'est retrouvé chez le psychologue, mais juste avant ça, il appelle le numéro de téléphone. Puis le psychologue, c'est un facteur de stabilisation. C'est une de ses ressources qu'il a, ressources extérieures. Il fait appel à lui. Ouais. Fait que les organisations cognitives, plus ou moins. On voit que, est-ce qu'il s'est tranché les poignets ou la première fois, on pourrait dire que ça a été la crise totale. Parce que là, il était dans le souvenir, pas dans l'action. Puis au plan fonctionnel, avant d'appeler le psychologue, il avait une perte de contrôle au plan fonctionnel. Il court partout. Il ne sait pas il est où, il n'a pas pris l'autobus. Mais il se récupère vite. La dernière chose qu'il a récupérée, c'est son contrôle émotionnel. Il y a quelques petits éléments de crise cognitive, de désorganisation cognitive, désorganisation fonctionnelle, mais pas tant, parce qu'il arrive tout seul à se prendre en charge au plan cognitif et fonctionnel. Au plan émotionnel, il n'y arrive pas, c'est trop intense. Et la séquence dans le bureau,
là, aussitôt que le psychologue ouvre les vannes, ben là, il fait une crise de colère d'aplomb. Est-ce qu'on peut identifier des facteurs de stabilisation chez Conrad? Lequel? Son réseau social. Est-ce qu'il y a un super bon réseau social, Conrad? Non. Ça, c'est l'absence. Nommez les éléments du réseau social qui sont positifs pour Conrad. Son père, premier. Le psychologue, il y en a un autre. Il y en a un des amis de la gang. Sauf que Conrad ne va pas beaucoup vers lui. Il n'exploite pas, mais lui, ça n'est un bon. Il y en a un autre. La fille, oui, Janet. Je l'aime tellement. Janet. Mais c'est quand même pas grand-chose. Sa mère n'est pas un facteur de stabilisation. C'est quoi? C'est un facteur de perturbation. Ensuite de ça, qu'est-ce que vous pouvez dire sur donc son réseau? Facteur de stabilisation. Il y a un bon réseau. Un petit réseau, mais quand même solide. Quoi d'autre? Oui. Son tempérament. Est-ce que c'est un facteur de stabilisation? Moi, j'aurais l'hypothèse inverse. D'après toi, quel genre de tempérament il a, Conrad? Tu trouves? Il bloque toutes ses émotions tout le temps. Moi, Conrad, là, je trouve que c'est un jeune très intense. Il est au pape. Alléluia! Émotivement, là, il est assez intense. Il parle de John Boyd. Rappelez-vous, quand il parle de commande, là, son père qui a le pied tordu, là, puis à la télévision, il y a un animateur qui trouve toujours les bons mots. Puis il voyait son père torder sa chaussure pendant les funérailles, puis ça va exploser. John Boyd aurait dit quelque chose pour le thérapeute. Il dit qu'est-ce que John Boyd aurait dit. On voit l'intensité de. Est-ce que vous trouvez Conrad a un tempérament peu sensible ou très sensible? Très sensible. Fait que ça, c'est pas un facteur de stabilisation. C'est un facteur qui est plutôt de fragilisation. Quoi d'autre? À vous la liste, là, intellectuellement, la maturité. Sa santé, est-ce qu'il est en bonne santé, ce jeune homme? Oui, c'est un athlète. La santé. De ce temps-là, il y a un indice qui est en train de fragiliser ce facteur de stabilisation-là. Il y a un indice. Le film commence comme ça, d'ailleurs. Il ne mange pas le matin. Ça le fragilise. Puis il y a une autre affaire qui a de la misère à faire aussi dans son mode de vie. Pardon? Oui, ça c'est vrai. Oui, tu as raison. Je vais le dire tantôt, tu as raison. Là, il fait moins de sport. Fait que ça va peut-être le fragiliser aussi. Puis l'autre affaire, il y a de la misère à dormir. Fait que là, on a plusieurs indices qu'il y a une désorganisation qui s'en vient. Là. Faut faire attention. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de stabilisation? Bien-être matériel, ouais, ça, écoute, à un moment donné, le fils se préoccupe parce que le psychiatre, ça coûte cher. Là. Puis le père, il dit, écoute, l'argent n'est pas un problème. Effectivement. Donc, les ressources. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme facteur de stabilisation? Conrad. Est-ce qu'il y a une maturité affective, Conrad? On voit qu'il y a de la misère à les exprimer, ces émotions, mais il les identifie bien. Puis à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un câlin à sa mère, acceptant qu'elle ne va pas le faire, mais lui, il s'autorise à faire ça parce qu'il aime sa mère. Puis il dit à son père, à la fin,
Je t'aime. Il y a une grande maturité affective. Intellectuellement, il est très mature aussi. Il est capable d'analyser les choses. Chez son psychologue, on voit, il analyse plein d'affaires. Il n'arrête pas de penser dans sa tête. C'est bon, ça. Quelqu'un qui est capable d'analyser puis comprendre sa propre vie. C'est un facteur de stabilisation aussi, ça. Est-ce que la mère a des facteurs de stabilisation? Elle en a deux. Elle a l'argent, puis elle a qui? Le matériel et la santé. La santé, oui, c'est vrai, elle en a trois peut-être. La santé. Qui elle a dans son réseau? Sa sœur. Elle a sa sœur à Houston, elle est loin un peu. Pendant que le mari, il va essayer de la stabiliser, de l'aider. Son mari, c'est au moins son ami, mais pas son amour. Elle n'a pas grand-chose. Puis le père, est-il en crise, le père? Le père est-il en crise? Est-il désorganisé émotionnellement? Quand tu pleures, est-ce que c'est désorganisé, ça? C'est un gros objet, tu perds l'amour de ta vie. S'il n'avait pas pleuré, là, j'aurais trouvé ça bizarre. Mais ça n'aurait jamais été une pierre. Antoine. Mais en tout cas, il exprime de façon authentique l'émotion intense d'un événement intense. Fait que le père n'est pas désorganisé. C'est un épisode dur, mais il n'est pas désorganisé. Alors que la mère, émotionnellement, ses émotions correspondent mal avec les événements qu'elle vit. Donc, 2 crises sur 3. Ça veut dire que le père va-t-il se suicider? OK. Alors, bonne semaine.